Bienvenue à ce webinaire de présentation de Holacracy avec Bernard-Marie Chiquet, fondateur de l'Institut AGI, institut de recherche par des praticiens, centre de formation et développeurs de l'outil Holacracy dans le monde. Sachez que vous disposez dans la barre de menu Zoom au centre d'un bouton Q&R pour pouvoir poser toutes vos questions durant ces 60 minutes ensemble. Alors, un mot pour commencer, Bernard-Marie ? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'avoir cet espace pour plonger en profondeur sur Holacracy et le management constitutionnel. Alors, le thème d'aujourd'hui est centré sur Holacracy, donc, qui est une forme de management constitutionnel que tu vas nous présenter durant 20 à 30 minutes. Et puis, nous continuerons donc avec des questions de la part des participants. Donc, sans plus tarder, Bernard-Marie, je te passe la main. Merci Louis. Hâte d'arriver aux questions. Donc, je vais alimenter avec quelques propos pour faire un teasing, pour vous mettre dans le contexte et pour avoir plein de questions. Je ne vais pas faire une présentation d'Holacracy technique avec le contenu technique. On l'a déjà fait. Louis vous fera passer une vidéo sur ce genre de webinaire. Je vais le prendre autrement et je vais venir mettre beaucoup plus de sens et puis d'histoire autour de ça. Et puis vous faire comprendre aussi pourquoi beaucoup de gens ont raison de dire que Holacracy est très complexe et traite pas la question de l'humain parce que c'est la réalité. Et en même temps, Holacracy a énormément de valeur. Ce que je vais vous faire, ce que je me propose de vous illustrer. Donc, surtout, ne prenez absolument rien de ce que je vais dire pour argent comptant, puisque là, je vais m'écarter, je vais parler à propos de Holacracy, mais je vais m'écarter de Holacracy qui est juste une constitution, donc c'est juste un texte Holacracy. Donc, c'est difficile de parler de Holacracy. En réalité, on ne peut pas vraiment. Et puis, du coup, je vais commencer par le début. Moi, ce qui m'a amené à faire ce que je fais et à développer Holacracy là, depuis 12 ans et bien d'autres choses autour, parce que vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Mais j'ai toujours été fasciné par le fait que quand j'étais dans les entreprises, j'étais moins bien que moi. J'étais moins bien que moi au sens où je me sentais sous-utilisé et pas toujours utile. Et ce qui est vrai pour moi, donc s'il n'y avait que moi, ce ne serait pas très grave, mais ce qui est vrai pour moi était vrai pour tous les collègues que je regardais. Et quelle que soit la posture, je me rappelle quand j'étais président d'une filiale de Volkswagen, c'était mon dernier job avant de créer l'institut de recherche d'où je vous parle aujourd'hui, eh bien, tous les membres du COMEX, dont j'avais recruté à peu près la moitié, étaient moins bien qu'eux. Et sur quoi je m'appuie pour dire ça? Tout simplement parce que je les connaissais en dehors. Je les connaissais en dehors et je voyais bien qu'ils étaient moins bien qu'eux. Il y a un truc qui se passe c'est comme si lorsqu'on traverse la membrane d'une entreprise, une entreprise, finalement, c'est un organisme vivant, et donc il y a une membrane, comme toutes les cellules, et dès que les personnes physiques traversent la membrane de l'entreprise, rentrent dans le contexte de l'entreprise, eh bien, elles sont d'une certaine façon amputées, handicapées d'un certain nombre de leurs capacités et de leurs ressources qu'elles utilisent naturellement dehors. Mais c'est vrai qu'en dehors de l'entreprise, avant de rentrer dans la membrane de l'entreprise, finalement, j'ai un cadre de liberté qui est extrêmement clair. Il y a un cadre. Et le cadre, c'est le cadre des lois. Et à partir du moment où nous sommes dans un état de droit, il y a une constitution en France. Et donc, à partir du moment où je respecte les lois, eh bien, je suis libre de faire exactement ce que je veux. Donc, c'est bien parce qu'il y a un cadre. Un cadre me définit ma zone de liberté et aussi mes zones de responsabilité. Et quand je rentre dans l'entreprise, en fait, ce cadre n'existe plus. En tout cas, de manière explicite. Et dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de cadre véridique, à part peut-être une pyramide. Il y a un lien de subordination, donc un lien responsable hiérarchique, qui fait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en dehors de l'entreprise. Pour moi, c'était comme une évidence, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais comme une évidence qu'il y avait besoin de travailler sur le cadre. Et du coup, pour parler de ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, puis un autre ensuite. Je vais prendre un grand groupe, puis après, je parlerai aussi d'une petite entreprise. Comme ça, on aura un peu de tout, sachant que dans mon travail, j'adresse tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les statuts, y compris juridiques. J'entends, ça peut être des coopératives, ça peut être des associations, et pas qu'en France, aussi dans d'autres pays. Donc, mon propos s'applique à tout type d'entreprise. Dès qu'il y a un groupe d'individus, d'êtres humains, qui œuvrent dans le but d'une mission commune, d'un objectif commun, d'une raison d'être. Et du coup, je vais partir de cet exemple d'un CEO, donc un PDG d'un grand groupe. On dit CEO quand c'est un grand groupe, parce que c'est une société internationale. Bon, c'est une grosse société, hein, et on parle de plus de 100 000 collaborateurs.
Et ce CEO d'un grand groupe vient d'arriver et il veut transformer la culture de l'entreprise. Vaste sujet. Transformer la culture de l'entreprise, qui existe depuis des dizaines, enfin plus de 100 ans en l'occurrence. Et donc, son leitmotiv, qu'il ne cesse de répéter à qui veut l'entendre, c'est qu'il faut que l'entreprise aille vers une culture de empowerment. Ils disent empowerment en français. Il n'y a pas vraiment la traduction en français. Vous allez voir qu'on va inventer un mot. Et puis accountability. Et c'est pareil. Donc, c'est deux mots anglais. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas la traduction littérale des deux. Accountability, ce serait une erreur de le traduire par responsabilité, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, il voulait aller vers l'empowerment et l'accountability pour l'ensemble des plus de 100 000 collaborateurs. Et donc, on commence à travailler sur la notion d'empowerment et je lui fais tout d'abord remarquer, juste une remarque de bon sens, c'est tant que la direction ou le management continuera de vouloir empowerer les collaborateurs, ils font exactement l'inverse de ce qu'ils veulent, puisqu'ils veulent en fait responsabiliser les collaborateurs. Comment voulez-vous qu'un collaborateur se sente responsable s'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le rendre responsable? C'est QFD. Déjà, l'architecture ne colle pas. Et donc, la question, ce n'est pas comment le management ou comment la direction va empowerer, va responsabiliser les gens. Tous ceux qui partent avec certaines architectures partent exactement à l'envers. La question, et ça, j'ai découvert, et puis s'il y a des questions là-dessus, je serais ravi de creuser parce que j'ai plein d'exemples à donner. La question, c'est comment créer un environnement qui soit favorable à l'empuissancement des personnes par elles-mêmes. Comment créer un contexte dans l'entreprise, à l'intérieur de la membrane juridique de l'entreprise, pour créer un contexte dans lequel, explicite, on verra plus tard, mais créer un contexte, une structure, un environnement, une culture qui fasse que chacun puisse s'empuissancer. J'ai piqué ce mot, je trouve qu'il est vraiment, c'est-à-dire s'empuissancer, actualiser sa puissance à son rythme, s'il en a envie, bien sûr, sans ingérence, à son rythme. Donc, créer un environnement pour qu'il puisse s'empuissancer. Un peu comme en permaculture. J'ai un de mes enfants qui travaille dans la permaculture et j'ai été fasciné d'apprendre qu'en fait, il se fichait complètement, ce n'était pas le sujet, des fruits et des légumes. En fait, le focus, son attention principale, c'est sur le terrain. Il passe son temps à soigner la terre, il passe son temps à soigner le contexte, il passe son temps à soigner l'environnement. Et parce que l'environnement, le contexte, le terroir, le terrain est sain, alors les légumes et les fruits ils vont être magnifiques. C'est le principe là. C'est exactement la même chose. Je lui ai dit l'autre jour, on fait exactement le même métier, pas dans les mêmes champs. Moi, je suis dans le champ organisationnel, lui, il est dans les champs dehors et dans les serres aussi. Et du coup, voilà. Donc, on a travaillé là-dessus et du coup, on est venu sur la question de la structure. Je reviendrai juste un petit peu après sur la structure parce que c'est trop important. Puis en plus, j'ai vu qu'il y avait une question de Carole sur la question de la culture et de la structure, qui est un sujet vraiment passionnant. Et je vais juste adresser le deuxième terme, accountability. Vous vous rappelez, donc son leitmotiv, c'était empowerment, donc empuissancement maintenant, et accountability. Et accountability, il n'y a pas vraiment de traduction parce que quand vous regardez les traductions, c'est traduit généralement soit par responsabilité, mais qui n'est pas une bonne traduction, soit par redevabilité, bon, qui a le mérite d'être plus clair, mais qui n'est pas très sexy comme mot. Du coup, on est un peu embêté avec ça, ce n'est pas très grave. Mais pour vous expliquer que accountability, ça n'a rien à voir avec la responsabilité, je vais prendre l'exemple de Sarah. On est dans une PME, c'est une petite entreprise, même pas une PME, une petite entreprise, on parle de 20-25 personnes. De cette entreprise, Sarah, elle est officiellement responsable. C'est écrit dans l'organigramme, elle est officiellement responsable. Je dis bien responsable, mais pas accountable. Elle est officiellement responsable de la newsletter, entre autres. Donc, elle produit les newsletters. Dans le domaine de cette activité, de cette entreprise, l'activité newsletter est vraiment importante. Il y a des dizaines de milliers, que dis-je, de clients qui reçoivent cette newsletter. Et donc, elle a un talent pour ça. Clairement, elle a un talent pour ça. Et elle écrit sa newsletter. Et quand elle écrit sa newsletter, une fois qu'elle l'a rédigée, elle l'envoie à son rédacteur en chef. Puisqu'il y a un rédacteur en chef, c'est normal qu'elle l'envoie à son rédacteur en chef, me direz-vous. Pourquoi? Pour validation. Ah, donc elle n'est pas complètement responsable puisqu'il y en a un qui valide. Donc déjà, on n'est plus sur le mot accountable. Accountable, ça veut dire qu'il n'y en a personne qui valide au-dessus de toi. Tu es vraiment responsable, avec un grand R. Là, tu n'es pas responsable en fait. Tu es responsable de travailler sur un projet qui va être validé par quelqu'un d'autre qui en réalité est responsable, puisque c'est celui qui valide. La notion de responsabilité, c'est la notion d'autorité. Donc, celui qui a autorité, finalement, même si c'est Sarah qui bosse, celui qui a autorité, in fine, c'est le rédacteur en chef. D'ailleurs, il ne se gêne pas. Et quand il reçoit la newsletter, ben, il la lit et puis il apporte des modifications. Lesquelles? Celles qu'il juge utiles. Est-ce qu'il est aussi compétent que Sarah? L'histoire le dira après. Et souvent, les modifications apportées par le rédacteur en chef
qui est comme c'est une petite entreprise, qui est aussi le chef d'entreprise, le dirigeant. Souvent, les modifications sont assez significatives, voire très significatives. Maintenant, mettez-vous dans la posture, faites un effort d'empathie, mettez-vous dans la posture, dans les baskets de Sarah. Et dans les baskets parce qu'il se trouve qu'elle en pense souvent. Mettez-vous dans les baskets de Sarah et mettez-vous à sa place. Semaine après semaine, newsletter après newsletter, elle met de l'énergie dans sa newsletter et elle voit que sa newsletter est modifiée, et parfois de façon très significative. Mettez-vous dans sa place. Je ne vous fais pas un dessin. Est-ce qu'elle se sent responsable de sa newsletter, entre nous? Mais évidemment que non. Et plus le temps passe, plus elle est dégoûtée. Parce qu'elle était fière de son travail. Son travail est touché. Moi, je sais très bien ce que c'est, parce que souvent, j'écris. Et donc, petit à petit, donc, elle n'était pas responsable. Arrêtons de se raconter des histoires. En réalité, elle ne l'était pas. Et petit à petit, en plus, non seulement elle ne l'était pas, mais elle se déresponsabilise. Elle ne se sent pas utilisée à sa valeur. Elle se sent moins bien qu'elle. Et l'exemple de Sarah, me dit-on, je raconte souvent, il est assez parlant. Dès qu'il y a un système de validation, il n'y a pas de responsabilité par définition. Et il y a souvent des systèmes de validation par réflexe ou parce qu'il y a un lien de subordination inhérent au contrat de travail. C'est vrai que Sarah, bon, les salariés, il n'y a pas qu'elle, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. À partir du moment où les salariés a signé un contrat de travail, dans ce contrat de travail, il y a 3 choses. Il y a évidemment le job qu'elle est censée faire, la rémunération qu'elle va recevoir et un lien de subordination qui n'est pas écrit directement dans le contrat de travail en général, mais qui est inhérent au contrat de travail. Je vous renvoie au droit du travail qui explicite bien que un contrat de travail induit un lien de subordination, et donc la personne qui signe le contrat, l'employé, accepte en signant d'exécuter les directives qui lui sont fournies par son responsable hiérarchique, par son supérieur hiérarchique. Et tous les mots que j'utilise, j'ai bien conscience qu'ils ne sont pas sexy, mais c'est la réalité du droit du travail aujourd'hui, au moment où je vous parle. On revient à notre histoire de Sarah, et puis ils décident d'adopter Holacracy. Et avant de lancer, si vous voulez, la pratique de l'holacratie, il y a un peu de travail préparatoire, et notamment, il y a besoin de traduire l'ensemble des activités d'entreprise sous forme de rôle et de cercle. Et du coup, on encode un rôle newsletter, je ne sais plus comment on l'appelle, enfin peu importe, newsletter, avec la définition, la raison d'être, les redevabilités, les domaines, etc. Enfin, c'était essentiellement les 3 éléments. Mais après, on ne pouvait pas l'encoder complètement parce qu'on avait besoin de savoir s'il est vraiment responsable. Parce que si elle a un rôle newsletter avec comme redevabilité de rédiger, de construire, de concevoir et de publier une newsletter, ça veut dire qu'elle a toute autorité en holacratie. Ce qui n'était pas le cas dans la réalité. Dans la réalité, je vous rappelle, elle doit l'envoyer à son rédacteur en chef. Donc, je suis allé voir son rédacteur en chef, Philippe, et je lui ai dit, Philippe, voilà, j'ai compris que Sarah faisait les newsletters, elle te l'envoie. Ma question, c'est, est-ce qu'elle peut avoir complètement autonomie sur la rédaction des newsletters? En d'autres termes, est-ce que tu as besoin de valider? Est-ce que tu as besoin de faire ce que tu fais depuis des années et de modifier le texte qu'elle envoie? Elle me dit, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Surprenant. Non, non, j'ai absolument pas besoin. Elle a toute la compétence et toute ma confiance pour faire ça. Et on se regarde dans les yeux et puis on se rend compte, lui et moi, d'un angle mort dans le management, qui est très classique. Ce n'est pas toujours dans ce cas-là, mais souvent ça arrive pour le faire tous les jours. Depuis 12 ans, je fais ça tous les jours dans les entreprises. Et il y a un angle mort. Et un angle mort parce qu'il faut reconnaître que le management, cette matière qui s'appelle le management, est assez peu outillée, mal instruite, mal définie, mais assez peu outillée. Et ce n'est pas moi qui parle, qui dit ça, je ne fais que de dire ce que certains profs d'école de management sur le management m'indiquent, et qui sont très embêtés pour expliquer ce que c'est que le management. Et qu'ils s'en sortent avec plusieurs options en parallèle, mais il n'y en a aucune qui est pareille que l'autre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une grosse prise de conscience. Je pense que l'holacratie est un miroir impitoyable. Et puis, du coup, on n'a surtout pas encodé, on n'a surtout pas donné naissance à ce rôle rédacteur en chef. Et du coup, maintenant, Sarah avait un rôle newsletter et toute autorité. Elle était accountable. Elle était accountable. Il n'y a personne d'autre au-dessus d'elle pour. Elle était accountable pour rédiger ses newsletters, ce qu'elle faisait. Donc, elle rédigeait ses newsletters. Et puis ensuite, c'est elle qui appuyait sur le bouton. Et puis, avant d'appuyer sur le bouton, comme elle savait qu'elle n'était pas bonne en orthographe depuis CP, cours préparatoire, elle avait repéré des copines qui étaient bonnes en orthographe et elle faisait relire son document avant de l'envoyer parce que les êtres humains ne sont pas idiots, évidemment. Et puis, c'est elle qui envoyait. Et quand vous interviewez ce que j'ai fait Sarah 3 mois plus tard, et je lui dis, mais Sarah, finalement, un peu provoque, je lui dis, mais Sarah, finalement, voilà, Crassy, ça n'a rien changé pour toi parce que tu faisais des newsletters avant,
Tu fais toujours des newsletters après. Bon, qu'il n'y a pas eu de changement. Elle se marre, elle me regarde, elle dit, t'as rien compris, Bernard-Marie. Je ne fais pas du tout la même chose. Oui, mais pourtant, c'est des newsletters. Oui, mais là, maintenant, quand je la fais, je sais que c'est celle que j'ai faite qui va sortir. Et ce n'est pas du tout la même expérience pour elle. Pas du tout, ni pour les clients, by the way. Pas du tout la même expérience. Donc, voilà ce qu'on appelle accountability, ce que j'ai expliqué à notre cher CEO, pour qu'on commence à partir sur de bonnes bases. Quand on parle d'accountability, on ne parle pas de responsabilité. Et puis, je reviens donc à notre CEO après avoir fait un détour avec Sarah. Et puis, maintenant, on va aller un peu plus loin. Et notre CEO, il était parti pour faire ce que font la plupart des CEO dans ces situations-là, un grand programme de transformation, une stratégie. Donc, il était parti pour lancer une grande stratégie avec un tas de gens, des consultants, un tas de gens. Il lançait une grande stratégie pour changer la culture d'entreprise. Je dis non. Non, la stratégie, oublie ça, c'est pas ça qui va le faire. On ne change pas la culture d'entreprise à coup de stratégie, ça se saurait. La stratégie, je ne sais plus quelle était l'expression de Peter Drucker, qui disait la stratégie, c'est quelque chose que la culture mange à son petit déjeuner. Donc, en fait, si vraiment tu veux changer la culture, ce n'est pas avec une stratégie. Je ne dis pas que l'outil est inutile, hein, mais pas dans ce cas-là. Ce n'est pas le bon outil, en fait, pour changer la culture. Et pour le convaincre, ou pour l'alimenter sa réflexion, je vous raconte une autre histoire qui est arrivée chez lui. Et donc, quand il est arrivé, comme tout nouveau CEO, il a dit, voilà, je voudrais, donc il raconte son histoire, son pitch, sa vision, et puis il invite tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire directement. Je lirai tous vos mails, dit-il à l'ensemble des plus de 100 000 collaborateurs. Et, et ça part d'une bonne intention. Et puis, il y en a un qui l'a écouté, parce que je connais pas mal de gens de cette entreprise. Il y en a un qui l'a écouté, puis qui lui a envoyé un email. Et il a envoyé un email au CEO en proposant des pistes, des choses vraiment intéressantes, un bon contenu. Et il s'est fait remonter les bretelles, il n'y a pas d'autre mot, violent, hein. Il s'est fait remonter les bretelles par son N+1 et son N+2, puisqu'il était à 3 étages du CEO. Mais remonter grave les bretelles, genre, tu comprends vite dans la culture de l'entreprise que tu n'as pas intérêt à continuer, sinon il va t'arriver des bricoles. Et c'est possible d'y croire à ce truc-là, puisque ces gens-là sont le supérieur hiérarchique d'eux, et que donc il y a un lien de subordination. Donc il peut arriver des grosses bricoles. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, du coup, il a dit, je garde les mails, évidemment, parce qu'en fait, ils ont fait ça par mail. Donc, je garde les mails parce qu'on ne sait jamais. Si un jour ils me virent, j'aurai moins un dossier, on ira au prud'homme gentiment. Et puis, bon réflexe de défense, hein, c'est normal, c'est assez faire. Et puis, décider de ne plus écrire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, pour avoir creusé après, ce que j'appelle les barreaux, parce que finalement, quand on rentre dans la membrane de l'entreprise, on est dans un régime féodal, puisqu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'état de droit, donc c'est féodal. Vous dépendez du prince, c'est-à-dire, ou des princes, ça dépend. Chaque structure, chaque entreprise a sa structure de pouvoir. Là, donc, il y avait un CEO, et puis après, il y avait une baronnie, il y a des barons. C'est les grands patrons des business lines. Moi, je les appelle des barons, parce que c'est comme ça que ça marche dans le régime féodal. Et puis, c'est la réalité, ce n'est pas péjoratif. Et ils font du bon boulot, ce n'est pas une critique. Bref, les barons du premier étage ont fonctionné tels des anticorps par rapport à ce qui s'est passé et ont fait en sorte que les messages de ce type n'arrivent plus jamais sur le bureau du big boss, du CEO. Et du coup, fort de cette histoire, réelle, hein, il a vérifié, eh bien, je lui ai dit, et si c'était la structure de pouvoir qui créait la culture? Ou en tout cas, et si la structure de pouvoir avait une influence énorme? Parce que quand je dis la structure crée la culture, il y a toujours des gens qui vont profiter de ça en disant « Oh, mais ce n'est pas vrai à 100%. » Ok, mettons, je ne vais pas me voter dessus. Mais en tout cas, je peux vous dire, de par mon expérience, et prenez pas pour argent comptant, mais juste par rapport à mon expérience, que la structure de pouvoir en place, qu'elle soit implicite ou non, elle a une énorme, énorme influence sur la culture. Et, et vous pouvez toujours travailler, comme il est parti pour le faire, sur des comportements individuels. Sans changer la structure de pouvoir, je leur dis, continuez. Vous faites à contre-courant. Si tu continues de vouloir changer les comportements des individus, avec des super programmes, des super consultants, sans changer la structure de pouvoir en place, c'est un leurre. Parce que tu vas faire 3 pas en avant à chaque fois que tu vas faire du coaching et des avancées sur la modification des comportements. Et puis, la structure, elle va faire le reste. La structure de pouvoir, elle va faire 3 pas en arrière. Moi, j'ai appris ça depuis longtemps parce qu'avant de faire ce que je fais, j'ai été aussi coach et médiateur. Et j'ai bien vu que dans mes opérations de coaching, lorsque j'accompagnais quelqu'un, ou médiation, quand j'accompagnais un groupe dans des situations conflictuelles, eh bien,
le truc était résolu, mais il fallait que je revienne 2 mois plus tard. Et puis, je revenais 2 mois plus tard, j'ai fait ça une fois, mais il fallait que je revienne encore 2 mois plus tard. Autrement dit, il n'y avait rien de durable. C'est-à-dire que les effets positifs que que la médiation avait apportés ont été immédiatement digérés par la structure de pouvoir qui est en place. Et là, vous faites le parallèle avec la permaculture, c'était une évidence pour moi, c'est pour ça que j'ai créé cet institut de recherche, c'était une évidence pour moi que le coaching, il y en a plein, des coachs, des médiateurs, il y en a plein, je sais faire, j'adorais ça, mais moi, ça ne me satisfaisait pas, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, j'ai laissé tous mes copains, mais je n'avais pas le choix, mais il y a plein de copains qui font du coaching brillamment et du métier. Et je me suis dit, il y a un métier à inventer, il y a autre chose à faire, c'est de changer, faire la permaculture d'entreprise, de changer la structure de pouvoir qui est en place pour que cette structure de pouvoir crée des comportements vertueux, ceux que tu souhaites. Et donc, du coup, je lui explique ça et je lui dis, mais finalement, la première chose que tu devrais faire, avant de dépenser des sous à faire plein d'accompagnements, plein de formations, parce qu'ils y vont, évidemment, c'est des grands groupes qui ont des moyens, envisage de mettre le courant dans le bon sens, qui est du bon sens. Envisage de changer et de façon disruptive la structure de pouvoir qui est en place. Ce qui est assez facile dans ton cas parce qu'elle est assez implicite, et de créer une structure de pouvoir qui soit explicite et puis dire à partir de maintenant, c'est cette structure de pouvoir qui est explicite. Et même si tu n'as fait aucun coaching, aucune formation, aucun accompagnement du changement, le simple fait que cette nouvelle structure existe va générer, va renforcer les comportements que tu souhaites. Et donc maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce que tu vas y mettre dans cette structure? Et là, je lui parle, je lui dis, mais déjà, tu as intérêt à partir sur un état de droit, une organisation de droit. Donc, d'utiliser quelque chose qui est au-dessus du management, qui est un méta-management, ce qu'on appelle, le terme exact, c'est un pouvoir constituant. Tu as intérêt à créer un truc qui s'appelle une constitution. Alors, je ne sais pas pourquoi, plein de gens qui sont contre le mot constitution, mais c'est vraiment le sens. Et donc, ils vont utiliser d'autres mots, référentiel, manifeste, etc., etc. Mais en fait, il est essentiel de créer une constitution dans laquelle, dans cette constitution, eh bien, il y a un certain nombre d'ingrédients à mettre et surtout, tu vas créer dans cette constitution des choses, des mécanismes, des nudges, des process, tout ce que tu veux, dont tu es sûr qu'ils vont générer automatiquement, renforcer automatiquement les comportements de accountability et d'empuissancement. Parce que la structure conventionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, elle renforce, et ça vous le démontre quand vous voulez, on va faire une vidéo là-dessus, enfin je crois que j'ai déjà fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sur YouTube, elle renforce le comportement de victime. Assez normal à comprendre, moi je l'ai vécu quand j'ai démarré ma carrière, j'étais salarié pendant 3 mois, j'avais des idées, toujours eu des idées, ça fait partie de mes qualités, j'ai plein de défauts, et donc mon idée, j'avais compris qu'il fallait que j'en parle à mon chef, donc j'avais un chef de département, Jean-Marc, je me rappellerai toujours à vie de ce garçon, j'aime bien, mais franchement, j'ai souffert. Donc je lui propose mon truc à Jean-Marc, et puis il me dit non, c'est idiot. Le mec, il avait 50 ans, donc il savait tout sur tout. Enfin, pas le donc, mais il y a beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, lui, il avait 50 ans et il savait tout sur tout. Enfin, c'est la perception que j'en avais. Et puis, voilà. Donc, comment voulez-vous que je me sorte, moi? Moi, j'y croyais à mon truc et on m'explique que ce n'est pas possible. Je n'ai même pas compris les arguments parce qu'il n'en avait pas. Il jouait son expérience et le fait qu'il y avait 50 balais. So what? Et du coup, je ne m'en suis pas resté là parce que sinon, j'étais parti pour déprimer. Donc, je suis allé voir son boss à lui pour voir comment ça marche, les pyramides. Je suis allé voir son boss, Maxime. Je me rappelle très, très bien. Évidemment, j'ai invité à mon mariage. Maxime, pas Jean-Marc. Et Maxime, je lui raconte l'histoire et puis il me dit, ah, c'est une super idée. Ah, ben, je lui dis, ah, ben, chouette, je suis content que tu sois d'accord avec ça, je vais pouvoir le faire. Parce que j'allais chercher une validation, évidemment. Parce que j'avais bien compris que j'étais salarié. J'étais salarié à l'époque. J'avais un contrat signé, un contrat de travail. Et du coup, je dis à Maxime, ah, super, ben, je lance ça là tout de suite. Il me dit, attends, Bernard, il faut que je t'explique un truc, il faut d'abord que tu le vendes à Jean-Marc. Je lui dis, OK, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et donc, t'en profite pour te dire tout de suite, moi, je ne vais pas jouer à ça longtemps et je lui ai remis ma démission parce que pour moi, c'était inenvisageable. Donc, on avait besoin d'avoir une structure passer à une structure de droit qui passe par une constitution. Et dans cette constitution, on va pouvoir y intégrer tous les ingrédients permettant l'empuissancement et l'accountability. Et tous les comportements qu'il voulait, parce qu'il avait travaillé sur des comportements. Donc, et tous les comportements qu'il voulait, on va pouvoir les intégrer dans ça. C'est tout l'art de créer, moi j'adore ça, c'est tout l'art de créer, designer un pouvoir constituant. Et c'est vrai que je commence à avoir pas mal de bagages parce que ça fait 12 ans que je travaille sur une constitution qui est probablement la plus aboutie au monde que je connaisse, insuffisante, certes, et qui est la constitution Holacracy. Ça fait 12 ans que je bosse dessus avec Brian Robertson. Donc,
Et donc, voilà. Et donc, on continue sur ce sujet-là, toujours avec notre CEO. Et puis, on regarde la pyramide. Parce que je dis, mais la pyramide, il y a quand même une pyramide. Ils ont un organigramme. Cette pyramide, on ne peut pas la nier. Elle existe. Elle n'existe pas pour rien. Et c'est vrai qu'une pyramide, dans une entreprise, elle n'existe pas pour rien. En fait, elle a deux fonctions. La première, c'est la manifestation du lien de subordination. Vous savez, les pyramides en râteau. Alors maintenant, il fait ça en PowerPoint, mais c'est pareil, avec les strong lines ou les dotted lines quand il y a des grands groupes, parce qu'il y a plusieurs dimensions, mais il y a toujours une strong line, c'est la ligne de commandement, c'est la ligne hiérarchique. Bien, si tu regardes ta strong line, tu regardes le gars qui est au-dessus, c'est ton responsable hiérarchique. Au moins, ça donne un support visuel pour te rappeler, si tu l'avais oublié, quel était ton responsable hiérarchique. Donc ça, c'est une des raisons de la pyramide. Et la deuxième raison, c'est que, eh bien, elle est utilisée très souvent pour donner un semblant, une illustration très parcellaire, peu profonde, très superficielle de l'organisation du travail. Et qu'effectivement, dans le râteau, tu vois, il y a marqué atelier de production, Bernard-Marie, machin, machin, machin. Bon, en gros, on comprend que lui, là au-dessus, c'est notre responsable hiérarchique. Et on comprend aussi qu'on constitue une équipe qui s'appelle l'atelier de production. Donc, c'est deux. Du coup, on est parti de là parce qu'il faut, si vous voulez faire avancer les choses, il faut partir de la réalité. Ce que les gens souvent nient, la réalité. On ne peut pas la nier. Si vous voulez vraiment transformer quelque chose, on ne peut le faire qu'à partir de la réalité. Ça ne peut pas être autrement. C'est du bon sens. La réalité gagne toujours. Et donc, on se dit, OK, on va s'occuper de la question du lien de subordination et puis on va s'occuper de l'organisation. Sur la question du lien de subordination, on a envisagé plusieurs hypothèses. La première, évidemment, quand on voit les effets pervers, il y a plein d'effets positifs au contrat de travail. Hein. Tout le monde n'a pas la maturité pour, etc., etc. Enfin, actualisé en tout cas. Potentiellement, sûrement, oui. Mais... Et puis, il y a des effets pervers parce que c'est sûr que je vous ai expliqué mon histoire là, avec Maxime et Jean-Marc ou Sarah. Tant qu'il y a un lien de subordination, je ne peux pas être responsable. C'est pas vrai. Je ne peux pas être accountable. Et du coup, on a envisagé la possibilité qu'il n'y ait plus de contrat de travail. Bon, et on a mis ça dans un projet pour plus tard, pour beaucoup plus tard. En tout cas, c'était son sentiment. Parce que le contrat de travail reste quand même l'outil de base, qui est pourtant vieux. Hein, il a été créé pour le management qui était pour le management hiérarchique inventé par Fayol et Taylor, hein, propulsé par Ford. Hein. C'était inventé pour ça, parce que ça va ensemble. D'accord. Sinon, tu peux gouverner. Tu ne peux pas gouverner les gens si tu n'as pas un lien de subordination. Il faut bien comprendre d'où ça vient. Donc, c'est sûr que plus on va avancer vers de nouveaux modèles, plus on va remettre en cause le lien de subordination. Le lien de subordination et contrat de travail étaient utiles pour le management d'avant, mais si on change vraiment radicalement la façon de manager l'environnement de travail, à ce moment-là, on peut imaginer, c'est pas, même si on ne sait pas concrètement comment, mais si on change vraiment, on peut imaginer qu'on va inventer de nouvelles choses. On ne va pas faire moins bien que Fayol, Taylor et Ford quand même. Du coup, on a gardé les contrats de travail. Et donc, la question, c'était maintenant comment est-ce qu'on peut circonscrire le lien de subordination. D'abord, le nommer. Parce que dans les entreprises, le mot hiérarchie, il utilise un peu à tort et à travers. Et les gens ne savent pas, en fait, que le mot hiérarchie, il vient le responsable hiérarchique qui vient du contrat de travail. Et du coup, la première chose, c'était de rendre explicites les choses. Et non seulement de les rendre explicites, et après de circonscrire ce lien de subordination dans un contexte différent. Et finalement, de voir l'entreprise, donc c'est simple comme ça, c'est pas beaucoup plus compliqué quand on passe à l'acte, hein, mais de circonscrire, de se dire simplement, en fait, dans une entreprise, quelle que soit sa taille, il y a deux natures de travail. Il y a le travail, le business, quoi. Si vous êtes Michelin, le travail, et c'est pas Michelin, mais si vous êtes Michelin, le travail, c'est de faire des pneus, il y a des usines, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le business. Si vous êtes. Et puis, il y a par ailleurs une autre nature de travail, c'est que pour faire ce business, ces activités opérationnelles, il y a besoin d'êtres humains. Tout n'est pas robotisé, il y a besoin de beaucoup d'êtres humains. Et donc, du coup, il y a un autre business qui n'a rien à voir avec le premier, qui pourrait être externalisé d'ailleurs. Pourquoi pas? Et il y en a plein qui le font maintenant. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le nombre de ressources, j'aime pas ce mot-là, mais la réserve, le pool de personnes en quantité, en qualité et en engagement suffisant pour pouvoir faire tourner notre business. Et ce qu'on a traditionnellement, c'est l'ARH, même si le mot doit changer probablement, ou change probablement dès qu'on voit les choses comme ça. Donc, il y a un travail qui est de recruter, qui est de payer, qui est de rémunérer, qui est d'évaluer, qui est de former, qui est de… Donc, toutes les fonctions RH qui existent parce qu'il y a un contrat de travail, mais au centre, il y a une relation contractuelle entre un employé et un employeur. De la même manière qu'il y a une relation contractuelle entre l'entreprise, Michelin ou une autre, et puis ses clients. C'est la même chose, sauf que le droit n'est pas le même. D'un côté, vous avez le droit commercial pour les clients externes, et puis pour les employés, avec le contrat de travail, vous avez le droit du travail. Et du coup, voilà. Et voilà comment c'est parti.
Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Est-ce qu'on gagne en clarté et en circonscrivant et en évitant ou en limitant les effets pervers inhérents aux liens de subordination qui déresponsabilisent par nature pour permettre par ailleurs de construire plus de responsabilités? Ben, on est en bonne voie. Rendez-vous dans quelques années parce que tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et donc, on voit bien les progrès. Donc, on peut vous dire que ça progresse pour les cas clients qu'on accompagne. Est-ce que c'est la panacée? Quels sont les obstacles qu'on va rencontrer? Est-ce qu'il y a des limites? On verra. Mais en tout cas, c'est une voie que beaucoup d'entreprises que nous avons accompagnées ont choisi. Et puis, on revient maintenant. Donc, voilà la façon d'adresser le lien de subordination. Puis après, il reste l'organisation du travail. Comment faire une organisation du travail avec un état de droit comme dans la ville? Ben, ça, c'est simple. On parle de ville. Et d'ailleurs, la ville, c'est une bonne métaphore. Parce que dans une ville, il y a un boulanger, il y a un charcutier, il y a plein de petites boutiques. Chacun est patron, enfin, boulanger, patron, charcutier, etc. Et du coup, ils n'ont pas de chef, ces gens-là. Et ça marche bien. Chacun, imaginez que, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourrait voir une entreprise, comme un écosystème. Hein, on oublie 2 minutes la partie RH, comme sur la partie activité, un écosystème dans lequel chacun a des petites entreprises. Comme Sarah, elle a une entreprise qui s'appelle Newsletter. C'est une micro-entreprise, certes, mais c'est une entreprise puisqu'elle est accountable. Et une entreprise, elle a des clients et elle a des fournisseurs, comme toutes les entreprises, et dans une posture de créer de la valeur, plurielle, création de valeur, potentielle création de valeur. Donc, elle est exactement dans la même configuration qu'une ville. Et c'est ça, on ira plus loin si vous souhaitez pendant les questions. Et du coup, là, on commence à toucher du doigt le fait que l'entreprise est un être vivant. Alors, on revient sur les trucs qui sont à la mode avec la notion de raison d'être, mais je ne vais pas du tout parler de la raison d'être de la loi Pacte parce qu'on utilise ce mot et on va le changer parce qu'il a un champ sémantique beaucoup trop large, notamment avec la loi Pacte. Il y a autant de champs sémantiques qu'il y a de personnes qui en parlent. Enfin, j'exagère à peine. Et avant de ça, on va quand même poser quelque chose, c'est qu'il y a une grosse confusion. Alors, toujours la même chose, hein, prenez pas pour argent comptant ce que je raconte. Mais il y a une grosse confusion. Tout le monde dit que les entreprises sont vivantes, mais quand tu creuses, en fait, on ne dit pas la même chose. Moi, quand je dis qu'une entreprise est vivante, je suis en train de dire que dans le champ de l'entreprise, il y a plusieurs choses. Il y a l'individu, il y a plusieurs systèmes. Il y a l'individu. Chaque individu est un système en soi. C'est un être humain, etc. Il y a ensuite l'ensemble, le collectif, le corps social, avec la communauté des personnes qui y vivent et qui y travaillent. Alors, il y a des sous-communautés, etc. Mais globalement, voilà, c'est de ça dont je parle, avec ses croyances. Il y a des croyances. Le corps collectif qui a des croyances. Il y a une opinion publique qui est différente des opinions personnelles des gens. On sait ça, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, qui vivent et qui travaillent pour cette organisation. Et puis, il y en a un autre. Il y en a un troisième. Il y a un troisième système qui est l'organisation elle-même. L'organisation est vue comme un être vivant. D'ailleurs, c'est une personne morale. C'est un être vivant qui n'est pas dans le visible, dans le champ du visible. Enfin, aujourd'hui, en 2021, la plupart des êtres humains sur la planète Terre savent que tout ce qui existe n'est pas forcément visible et que le non visible est bien plus important que le visible. C'est démontré scientifiquement. Donc, allons-y. Pourquoi ne pas en parler? Puisque c'est plus important en plus. Et donc, il y a un truc non visible qui s'appelle l'organisation elle-même. Et l'organisation est un être vivant, certes, qui ne fait pas partie de l'espèce humaine, mais on devrait quand même y être habitué parce que là, quand je me retourne dans mon jardin, je vois il y a des arbres, il y a un faisan, donc il y a des animaux. Donc, il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. Il faudrait maintenant peut-être changer notre croyance de croire que tout doit être centré sur l'humain. Et d'ailleurs, à force d'y croire, et tous les bons dirigeants disent « Oui, moi, je veux une organisation qui soit centrée sur l'humain, tournée sur l'humain. » Non, 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 non. C'est bien parce qu'on pense comme ça que la Terre entière, elle a quelques difficultés. Il n'y a pas que les humains sur Terre. Non, non. Le seul truc sur lequel on a intérêt à se centrer, c'est la vie. La vie qui inclut tous les êtres vivants, dont les êtres humains, et la vie. Et dans l'entreprise, il n'y a pas que des êtres humains. C'est une grosse erreur. C'est une croyance souvent implicite ou explicite, sous-jacente, qui limite les choses. Et du coup, l'organisation elle-même, elle existe. C'est un être vivant doté de sa propre identité. Et donc, puisqu'elle existe, elle a sa propre identité. Elle a sa raison d'être, mais raison d'être évolutionnaire à elle. La raison d'être, c'est pas la raison d'être évolutionnaire, c'est pas la raison d'être de l'OPAC, c'est pas ce dénominateur commun que toutes les parties prenantes, environnement, enjeux sociaux, sociétaux, etc., embrassent avec l'entreprise. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas ça du tout, en fait. C'est que l'entreprise existe par elle-même, de la manière que vous et moi, on a chacun notre raison d'être, notre potentiel créateur de valeur avec un S, que c'est la définition qu'on propose en holacratie depuis 12 ans. Voilà. Et du coup, si je reviens à mon écosystème, ben, c'est facile de comprendre que le boulanger, le charcutier, ils ont leur propre raison d'être créatrice de valeur. Et donc, Sarah, dans son rôle de newsletter,
le rôle a sa propre raison d'être créatrice de valeur, pluriel. Et donc, en fait, on se retrouve avec un écosystème où chaque rôle dans cet écosystème, chaque cercle, a sa propre raison d'être créatrice de valeur et que donc l'ensemble de la raison d'être cette notion, elle est fractale. La question, c'est pas… Bien sûr que c'est important que l'ensemble soit aligné sur la raison d'être de l'entreprise, bien sûr, puisqu'on est tous payés par l'entreprise, donc on est au service de l'entreprise, c'est évident. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il, parce que c'est vivant l'entreprise. Donc, si on pense qu'il faut simplement aligner tout le monde sur la raison d'être de l'entreprise, on est encore dans un modèle pyramidal. Et donc, ça ne marche pas. Et bien sûr, il faut ça. Et il faut aussi qu'on ait en fait un écosystème qui permet de laisser s'exprimer la raison d'être de chaque rôle, puisqu'en fait, la raison d'être, comme tous les systèmes vivants, elle est fractale. Elle est vraie au niveau du rôle, elle est vraie au niveau du cercle, elle est vraie au niveau du cercle qui contient le cercle, du cercle qui contient le cercle, qui contient le cercle, qui contient le rôle, et elle est vraie au niveau de l'ensemble de la membrane juridique de l'entreprise, à savoir l'entreprise. Bon, voilà ce que je voulais dire j'ai fait un petit peu plus long que prévu. Excusez-moi, vous m'avez inspiré pour peut-être maintenant enclencher sur des questions. Parfait. Merci beaucoup, Bernard-Marie. Donc, effectivement, on passe maintenant aux questions. Donc, une fois de plus, n'hésitez surtout pas à poser vos questions à travers le module Q et R dans Zoom. Et donc, première question, pourquoi et comment augmenter l'empuissancement et l'autorité en fait, des salariés et leur permettre donc de prendre des responsabilités? Je crois que j'ai pas mal évoqué le sujet. En plus, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est pas à moi qu'il faut le demander. Moi, il faut le demander à ceux qui dirigent l'entreprise. Donc, on peut généraliser la question. Pourquoi les dirigeants se sont emparés? Il y a une espèce d'effet mode sur le fait de responsabiliser, le fait d'empuissancer, enfin, même s'ils n'utilisent pas le mot, et le fait d'aller vers ce qu'on appelle maintenant assez communément le self-management. Parce que d'abord parce que c'est une évidence que les systèmes pyramidaux tels qu'ils fonctionnent, il y a plein d'égoulots d'étranglement et que beaucoup de dirigeants que j'accompagne, ils sont sous l'eau, mais pas que, les managers sont sous l'eau et il y a un gâchis d'énergie. Enfin, je ne vais pas développer trop longtemps, c'est à peu près évident qu'avec un système hiérarchique comme avant, même habillé d'intelligence collective, ça ne le fait pas, quoi. Ça le fait pas, ça marche, ce n'est pas la question, mais ça ne le fait pas si on se dit comment est-ce que je peux faire pour que l'entreprise elle soit plus agile, pour qu'elle soit plus créatrice de valeur avec un S. Évidemment qu'il faut profiter, c'est du bon sens, ma grand-mère aurait compris, il faut profiter du potentiel de chacun. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est impossible dans le modèle conventionnel implicite, même si ceux qui disent qu'ils n'ont pas de hiérarchie, tant que c'est implicite, il y a des limites au fait que je me sente utile et bien utilisé. Donc voilà la raison pour laquelle les entreprises vont vers le self-management, qui n'est pas un objectif en soi. Hein. Souvent, les gens s'égarent et pensent que l'objectif, c'est le self-management. Ils pensaient avant que l'objectif, c'était le management. Ils pensent maintenant que l'objectif, c'est le self-management. Non, non. Ça, ce n'est pas des objectifs, c'est des moyens. Ils ne le font pas pour rendre les gens heureux. Ça, ce n'est pas vrai. En tout cas, les dirigeants, ils le font. Je pourrais développer là ce que je viens de dire parce que ça peut paraître un peu provoque, mais il y a un fond derrière. Ils le font parce qu'ils veulent que l'entreprise manifeste davantage son potentiel de création de valeur pour le monde qui l'attend et donc pour les clients. Ça, c'est une réalité. La bonne chose, c'est que, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs maîtres en même temps. Et je vais raconter une histoire là tout de suite. Je me rappelle de Christophe Mistou, donc, qui était avec moi à une conférence. Aujourd'hui, il est patron de Monsieur Bricolage. À l'époque, il était chez Kingfisher. Et puis, on est interviewé, puis à un moment donné dans la salle, donc il y avait un parterre de RH. C'était assez provoque. Il y avait un parterre de RH, il y avait 400, 500, c'est un grand amphi, 500 RH. C'était chez Orange, une grosse société. Et du coup, on lui demande, et le bonheur au travail? Parce qu'on est intervenus tous les deux, et puis il y a quelqu'un dans la salle qui dit, et le bonheur au travail? Alors, on s'est regardés tous les deux, j'ai dit, je l'ai laissé, pour savoir qui répondait, je l'ai laissé répondre. Il a dit, mais ma chère madame, parce que c'était une dame, et ça aurait pu être un monsieur, moi, je ne suis pas payé pour rendre des gens heureux. Ça, c'est du blabla, c'est du bullshit, c'est à la mode. Ce qu'il dit. Moi, je suis payé, mon job, ce n'est pas de rendre les gens heureux. Mon job, c'est de faire en sorte que l'entreprise crée le maximum de valeur avec un S. Il n'y a pas que l'argent. Hein. Alors après, ça dépend des entreprises. Chaque entreprise a le droit de décider ce qu'elle veut. Hein. Moi, je ne juge pas. Je peux avoir un avis, mais ce n'est pas la question. Donc, création de valeur avec un S, ça ne veut pas dire faire du cash. Nous, par exemple, on ne fait que ça, de la création de valeur. Je peux vous dire qu'on ne profite pas.
de l'argent. On ne fait pas ça pour le fric du tout. Sinon, on aurait fermé depuis longtemps. Donc, création de valeur, mais n'était pas uniquement l'aspect rémunération d'ailleurs. Donc, il dit, moi, c'est ça mon objectif. Il se trouve, parce que donc il avait mis en place l'holacratie dans son entreprise, et il rajoute, il se trouve qu'en travaillant sur ce sujet d'augmenter la création de valeur avec un S, je passe par un changement d'environnement qui permet aux gens d'être plus heureux parce qu'ils sont plus utiles et plus utilisés, ils sont plus utilisés dans leur zone de talent. Mais l'objectif de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, ça n'a jamais été de créer des gens heureux. Il y a une espèce de choses qui se disent, et donc mettons un peu les choses au centre. Je ne connais pas un patron d'entreprise qui dirait que, aussi il le dit, c'est plus du marketing, c'est un slogan pour faire bien, mais le fond du fond du fond, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que ça va dans le bon sens. Plus tu t'intéresses à changer l'environnement pour que l'entreprise crée de la valeur, plus chacun doit créer de la valeur, c'est facile à comprendre. La valeur, elle est multipliée, parce que le pouvoir, il est multiplié, la gouvernance, elle est multipliée. Elle n'est pas partagée, hein, surtout pas, là, c'est la pénurie. Non, elle est multipliée. Et puis, et du coup, les gens, évidemment, ceux qui veulent, parce que tout le monde ne veut pas, ce n'est pas facile, ce n'est pas parce que tu le décrètes que ça va se faire, ceux qui veulent vont pouvoir créer plus de valeur en ayant évidemment plus de accountability et c'est en puissance. Et du coup, pour pouvoir enchaîner là-dessus, est-ce que c'est possible dans le modèle actuel des organisations? Est-ce que c'est possible? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. On est en train de changer là, quand on passe d'un système de management conventionnel qu'on traîne depuis 1911, 1911, ça fait plus d'un siècle, à un état de droit ou un régime constitutionnel. C'est étonnant qu'on n'y ait pas pensé plus tôt, franchement, quand on réfléchit. Un régime constitutionnel dans les organisations, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et nous, on s'y colle, on est là-dessus depuis 12 ans seulement. C'est rien 12 ans par rapport à l'amplitude. Et donc, les clients chez qui on a mis ça en place, au plus, ils ont une petite dizaine d'années, les plus vieux. Et on voit bien que c'est un long chemin parsemé d'obstacles et de difficultés, aussi parsemé d'avantages, hein, sinon ils ne continueraient pas, ils ne sont pas idiots, les entreprises ne sont pas idiotes. Et donc, est-ce que c'est possible? En fait, on va vers le possible. Ça veut dire quoi? C'est possible, il faudrait vérifier un résultat. Bon, je pense qu'un contrat de travail constant, on aura toujours des limites. Voilà, c'est ma conviction, mais je peux avoir tort. Et justement, dans tes propos, tu parles souvent d'un changement donc radical de l'environnement de travail. Est-ce que tu peux développer? Oui, c'est ce que j'ai un peu déjà répondu à cette question, il me semble. Souvent, mais du coup, ça me permet de développer un peu, effectivement. Souvent, les gens disent le changement, ça doit être incrémental. Il faut que ça soit doux, il faut que ça soit incrémental, etc., etc., etc. Parce que dans leur modèle mental, ils sont monodimension. Et moi, quand j'évoque le changement, je suis multidimension. Ils sont monodimension, ils ont raison. Ils sont centrés sur la personne et c'est vrai que tu ne peux pas changer les comportements des personnes de façon radicale et disruptive. Ce n'est pas possible. Un être humain, il n'y a rien de plus compliqué pour un être humain de changer le comportement. D'abord, il faut qu'il veuille. Ça, tout le monde l'oublie. Donc, pour qu'il veuille, il faut d'abord l'accompagner dans l'acceptation ou non et être OK sur le fait qu'il n'accepte pas de son changement d'identité professionnelle. Ça, tout le monde l'oublie, c'est essentiel. Essentiel. Moi aussi, au début, je l'ai oublié, mais j'ai vite compris. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, c'est une évidence. Et donc, ça suppose qu'il accepte, mais ça veut dire qu'au niveau du modèle mental, ça veut dire qu'il fait un changement, un shift, ou pas, de passer d'une identité professionnelle dans laquelle il fait son boulot à une identité professionnelle où il devient patron de petits rôles de mini-entreprise. Et ça, s'il n'est pas OK avec ça mentalement, et s'il n'épouse pas ça mentalement, s'il ne voit pas d'intérêt, il ne le fera pas et ça ne marchera pas. Ça, on l'oublie, carrément. Et puis, du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Dans un changement radical, voilà, je me suis perdu. Ça m'arrive de temps en temps. Oui, et puis après, l'accompagner pour que ça puisse se faire dans la durée. Voilà ce que je peux dire sur… ah oui, excusez-moi, je reviens là. Et en fait, je reviens à mon idée, je l'ai récupérée. En fait, la question, elle est double. Ceux qui disent que le changement doit être incrémental et se faire tranquillement, comportement par comportement, ils ont raison, mais il manque un gros truc qui font qu'ils n'ont peut-être pas autant raison que ça. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'accompagner c'est du bon sens, à quoi ça sert d'accompagner les gens à adopter leur comportement? Et donc, ils vont avancer, sachant qu'en même temps, tu n'as pas touché la structure de pouvoir en place. Or, la structure de pouvoir en place, tu as vérifié les comportements qu'elle générait, que tu le veuilles ou non,
Et une fois que tu as vérifié les comportements qu'elle génère, qu'ils veulent ou non, est-ce que c'est les mêmes comportements que ceux que tu voudrais que les gens adoptent? Et tu vas te rendre compte que non. La réponse est non, parce que la structure conventionnelle, elle renforce, par exemple, le comportement de victime. Mais le comportement de victime, c'est à l'opposé. On rentre en plein dans le triangle de Karpman, et c'est à l'opposé de la notion de création, d'esprit créateur, de posture de créateur, ou de challenger, ou de coach, et en tout cas de création de valeur. Donc, du coup, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, et nous on le fait aussi, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, et de façon radicale cette fois, changer la structure. L'avantage de la structure, c'est qu'elle peut être changée radicalement. Elle n'a pas les limites des êtres humains. La structure, on l'a vu, l'entreprise, c'est un être vivant de sa propre identité. Ce n'est pas des êtres humains, donc ça ne fonctionne pas pareil. C'est facile à comprendre. Donc, en fait, notre proposition à nous, c'est ferme le robinet d'abord, parce que tant que tu ne fermes pas le robinet, tant que tu ne changes pas la structure, le courant, il ne va pas dans le bon sens que tu veux. Et il est puissant. Hein. Rappelez-vous l'histoire que j'ai racontée, il est très puissant ce courant. Donc, avant il faudrait que tu aies une armée de coachs qui fassent évoluer les comportements, mais tu vas ce n'est pas écologique. Tu vas dépenser une fortune pour ne pas y arriver. Donc, changeons de façon disruptive l'environnement, la structure de pouvoir, en mettant en place un régime, un pouvoir constitutionnel, avec les bons ingrédients dans la Constitution, dont les comportements que tu veux changer. Et puis, une fois que tu as fait ça, déjà, ça va aller dans le bon sens, même si tu ne faisais rien. Là, tu peux y aller comportement par comportement. Et là, j'ai limité, parce qu'en fait, c'est plus complexe que ça, mais j'ai déjà limité. Mais c'est bien, on est passé de une façon de voir le changement, à deux façons. Il y a le changement de la structure et puis il y a le changement des personnes. Et en fait, il y en a plein d'autres, parce qu'en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 cadrans à regarder. Il y a l'individu, il y a le collectif, et ça peut être un peu plus complexe que ça, et puis il y a l'entreprise. Et puis pour chacun de ces 3 axes, il y a le visible et le non visible. Et donc en fait, sur un programme de transformation assez global, il est intéressant de se repérer et d'adresser les 6 cases que ça constitue. Si vous imaginez une matrice, individu, collectif, entreprise, et puis visible et non visible. Et alors, justement, quid de la culture de l'entreprise avec une constitution? Là, on vient de. Je pense que c'est une question qui a été posée sinon tu ne m'aurais pas posé, qui a été posée par quelqu'un. Du coup, oui, j'ai l'impression d'avoir répondu qu'à ça. En fait, je vous ai donné l'exemple du CEO. Je vois bien, d'ailleurs, je vais prendre un autre exemple. Du coup, une entreprise qu'on accompagne à Lyon, là, ils sont 150. Ils ont mis en place une gouvernance inspirée d'holacratie parce que, effectivement, holacratie est perçue par eux, et à raison, comme étant à la fois, comment ils disent, complexe, trop complexe, trop complexe, non humain, inhumain, non humain, inhumain, et puis rigide. Hein, ils ont perçu ça. Et à juste raison. Et puis je vais développer ça après. Et puis, si je ne me perds pas. Et puis, ils ont dit, ouais, mais d'accord. Donc, ils ont commencé à faire des trucs. Évidemment, ils ont pris des outils comme les rôles, etc., etc., etc. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, non, ça ne va pas le faire. Il faut qu'on ferme le robinet. Ils n'ont pas utilisé cette expression, mais c'est ça qu'ils voulaient dire. Et donc, ils m'ont appelé. Et puis, on a discuté. J'ai discuté avec le patron, fondateur. Et puis, en fait, lui, il veut mettre en place un manifeste. Mais quand je creuse ce qu'il met dans le mot manifeste, qui n'est pas l'usage que je ferais du mot, bon, peu importe, on ne va pas se battre sur les mots, c'est une constitution. Il veut définir le cadre pour n'importe quel nouvel collaborateur qui rentrerait, bien sûr ceux qui existent, mais pour ceux qui rentreraient, pour qu'ils puissent savoir de façon explicite quelles sont leurs autorités, leurs limites d'autorité, et comment naviguer dans la structure. Avec un autre client que j'accompagne, on utilise une autre métaphore. Son rêve, c'est d'avoir une structure explicite telle que lorsque un collaborateur arrive dans la structure, il met moins d'une semaine pour comprendre comment tout ça marche. Ce qui n'est pas possible. Quand je posais la question, je la pose moins, lorsque j'interviens dans une entreprise, combien de temps il vous faut pour qu'un nouveau collaborateur comprenne comment ça marche dans l'entreprise? Les réponses les plus optimistes, c'est 9 mois, 12 mois. Et moi, je me rappelle d'une entreprise qui est Ernst & Young, EY maintenant, à laquelle j'étais associé à l'époque de ma vie. Moi, j'ai mis 3 ans. J'ai mis 3 ans et je peux vous dire que je ne suis pas un nain là, sur le sujet, c'est ma zone de talent, donc je vais très très vite. Et j'ai des copains qui y sont encore qui n'ont toujours pas compris. Donc, c'est de ça dont on parle pour ça. Et du coup, effectivement, on arrive à une constitution. L'idéal étant que chaque entreprise ait sa propre constitution, évidemment. Parce que les comportements voulus par une entreprise ne sont pas uniques. Et comme c'est là où on va injecter le moteur pour générer ces comportements, entre autres, je ne dis pas que c'est suffisant, mais je vais pas revenir à ce que j'ai dit. Bien sûr,
Et du coup, les gens s'égarent parce qu'ils pensent qu'ils vont prendre l'holacratie comme étant la constitution pour leur entreprise. Mais ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, holacratie, il faut comprendre le sens de l'holacratie. Holacratie, c'est l'idée de départ, c'est de créer une constitution, ce qui est une idée géniale. C'est holacratie, c'est ce qui a inventé la notion qui a ouvert la piste de ce management constitutionnel. Cet état de droit pour les entreprises, on aurait dû penser depuis longtemps puisqu'on l'a inventé pour les pays. Mais on ne l'a pas fait. Mais maintenant, holacratie, lui, c'est un outil, c'est une constitution, c'est un outil qui se veut générique parce que l'objectif et l'ambition de l'holacratie, c'est d'embrasser toutes les entreprises au monde qui veulent utiliser l'holacratie. Il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui utilisent l'holacratie aujourd'hui avec la même constitution. Donc, bien sûr, dans la constitution, par exemple, on ne va pas mettre des choses inhérentes au processus RH. Donc, la dimension humaine n'est pas traitée. Mais par dessein, par design, c'est voulu. Ce n'est pas un reproche qu'on peut poser à l'holacratie. C'est normal. Mais les gens qui n'ont pas compris ce que je suis en train de dire le prennent comme un reproche. Je dis oui, c'est normal, parfait. Ben oui, on ne peut pas, c'est facile à comprendre. Il n'y a aucune entreprise au monde qui a les mêmes processus RH. Donc, c'est impossible de créer une constitution qui embrasserait l'intégralité des processus RH de toutes les entreprises au monde. C'est pour cette raison que les fonctions RH ne sont pas dans l'holacratie et plein d'autres sujets. En fait, l'holacratie, c'est une constitution pour faire des constitutions. C'est une méta-constitution et heureusement qu'elle existe parce que tous ceux qui se lancent dans l'art d'écrire leur propre constitution, ils ont un modèle d'inspiration, un modèle de référence. D'ailleurs, la plupart des gens disent « nous, on ne pratique pas l'holacratie, on fait des trucs inspirés de l'holacratie ». Mais voilà, donc c'est intéressant de comprendre donc, pourquoi en même temps, effectivement, et faire sa propre constitution, ça a du sens pour cette raison-là, du fait qu'il y a des choses qui manquent par design. Et pour une autre raison, c'est que la barre est haute avec l'holacratie parce qu'on est dans un niveau de simplicité et donc de complexité extrême. Moi, je le vois bien dans des entreprises, il y a des choses, si vous voulez, le pouvoir constituant, c'est une nouvelle matière. Alors déjà, qu'on était un peu à poil sur excusez-moi, c'est un peu à poil sur la question du management, parce que management, il y a des gens qui pensent que le management, c'est management des équipes, manager, coach. Non, il y a aussi le business, ils ont oublié. Et c'est très, très confus. Donc déjà, la matière managériale, elle est très confuse. Mais alors, là, on parle d'une matière qui est au-dessus, qui est le méta-management, qui est le pouvoir constituant. Donc, c'est une nouvelle matière où on part de zéro. Donc, c'est difficile comme matière à appréhender. Et du coup, dans cette matière-là, quand nous, j'ai du mal à le voir au début parce qu'on se balade évidemment dans la constitution, la Gracie, on la maîtrise par cœur conceptuellement. Et du coup, j'ai eu du mal à comprendre en fait qu'il y avait des éléments, pour moi tout est simple, mais il y avait des éléments dans la constitution de la Gracie qui sont difficiles. Donc, je reprends ce client à Lyon. Mais en fait, il y a des éléments de complexité dans la constitution de la Gracie qu'ils ne peuvent pas appréhender aujourd'hui parce que ça prend du temps. On peut pas faire. C'est pas en tirant sur la queue des radis qu'on les fait pousser plus vite. Ça prend du temps. C'est une nouvelle matière. Il y a une période d'apprentissage. Et donc, pour l'instant, ils ne peuvent pas digérer un tel niveau de complexité. Qu'à cela ne tienne, dans leur constitution, leur manifeste, on crée le maximum de complexité qu'ils peuvent digérer. Parce que s'ils ne peuvent pas le digérer, ils ne pourront pas maîtriser. C'est facile à comprendre. Et puis, on crée aussi un pouvoir constitutionnel, géré par eux, qui fait que quand ils auront lancé, ils n'ont pas encore lancé, on est en train de finir, quand ils auront lancé ce manifeste, eh bien, au fur et à mesure de l'évolution de la vie de l'entreprise, ils pourront, ce pouvoir constitutionnel, à autorité pour faire évoluer la dite constitution qu'ils appellent manifeste. Voilà. Et tout ça accompagne le changement de culture. Et ce n'est pas suffisant, il faut sûrement ajouter d'autres choses, comme les évolutions plus incrémentales de coaching, de comportement, etc. Voilà, pour répondre à la question. Oui. Merci beaucoup. Et alors, donc juste, il reste encore à peu près 7 minutes pour donner une indication de temps. Et tu parles souvent de la crise d'identité du manager, du collaborateur. Est-ce que tu pourrais développer ce point-ci? Ouais, ça c'est essentiel. Vous ne pouvez pas changer de… Enfin, ce que je dis, vous ne pouvez pas. Nous avons observé, hein, tout ce que je raconte, c'est des éléments théoriques basés sur l'observation de la réalité, parce que c'est notre job. Nous, on est des chercheurs, praticiens, et on découvre, et puis on publie. On publie tout ce qu'on découvre, et puis on en parle, et puis on le met en place. C'est notre job. Donc, il n'y a rien qui a été lu dans des bouquins, etc. Mais nous avons observé que ce soit pour le manager, que ce soit pour le collaborateur, c'est vrai aussi pour le dirigeant, ils passent tous par une crise d'identité. C'est facile à comprendre. Et crise, ce n'est pas négatif. Hein. J'utilise le mot crise parce que je suis vrai que j'utilise des mots, souvent les gens disent c'est négatif comme tension, etc. Non, crise, c'est crise. C'est un changement radical d'identité. Et un shift ou pas. Donc, c'est vrai pour le manager et c'est vrai pour le collaborateur. Par exemple, prenons le cas du manager. Le manager, le rôle modèle, il y a plusieurs formes de manager, il y en a plein.
pour en prendre que 3, mais c'est vraiment un peu réducteur. Mais prenons le manager, j'ai en tête, qui est le manager empathique. Le manager qui prend soin de ses collaborateurs. Il prend tellement soin de ses collaborateurs qu'il est capable d'identifier les besoins des collaborateurs avant que les collaborateurs eux-mêmes l'identifient et fassent une demande. Il en prend soin et puis il traite le besoin du collaborateur avant même que le collaborateur l'ait identifié et fait une demande pour être aidé. C'est génial, non? Ça part d'une belle intention. Mais c'est l'horreur pour la responsabilisation. Parce qu'à chaque fois que le manager fait ça, ben, il vole, hein, c'est du vol. Vous savez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, donc ça, c'en est une. Il vole l'expérience de responsabilisation des collaborateurs. Il donne du poisson, une métaphore bien connue, il donne du poisson au collaborateur systématiquement, avant même qu'il ait dit qu'il ait faim, au lieu de lui apprendre à pêcher. Hein, le self-management, ça suppose que chacun sache pêcher. Il faut que Sarah et les autres, ils gèrent leurs entreprises. Le boulanger fasse son pain, qu'il soit autonome là-dessus. Et donc ça passe, j'ai pris celui-là parce que c'est le plus difficile à gérer, ça passe par un changement d'identité parce qu'il y a une question de self-esteem, il y a une question d'estime de la personne. Et moi, je vois parce que j'accompagne ces gens-là, je ne parle pas théoriquement. Et je leur dis, ils sentent mal à l'aise parce qu'ils ont bien compris de quoi on parlait. Et je leur dis, ben, finalement, est-ce que dans l'accompagnement, de leur reconnaître ce qu'ils vivent, évidemment, et puis dans l'accompagnement, on va sur l'identité. Est-ce que vraiment tu souhaites continuer à t'identifier à ce manager, super manager, qui a une équipe soudée, etc., 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 et qui fait ce qu'il fait, mais tu vois bien que cette identité-là n'a plus lieu d'être dans cette organisation-là, donc je t'invite à aller voir ailleurs. Il y a des entreprises qui acceptent, qui seraient ravies de t'avoir. Ou bien, est-ce que tu n'aurais pas envie d'épouser une autre identité, parce que je raconte des cas concrets de ce que j'ai vécu, une autre identité qui est plutôt que de gérer des suiveurs ou de nourrir des suiveurs, est-ce que tu n'aurais pas plutôt envie de créer des leaders? Et souvent, ils achètent ça. C'est vrai que ça peut être plus valorisant, ça se comprend. C'est quand même plus valorisant de créer des leaders et s'il accepte, alors après, c'est facile. C'est ça que j'appelle crise d'identité. Pour le collaborateur, c'est pareil. Bon, il y en a d'autres cas dans le manager, mais sur le collaborateur, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais sur le collaborateur, c'est la même chose. Un collaborateur, si on prend une cage, imaginons qu'il y a une cage, des oiseaux dans une cage, vous ouvrez la cage, hein, on libère l'entreprise, c'est le mot à la mode, on libère l'entreprise, etc. Et donc on ouvre la porte de la cage. Ben, en fait, dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y en a quelques oiseaux, une minorité qui s'envolent, qui attendaient que ça, une minorité. Et le gros des troupes reste au fond. Et dans le gros des troupes, bon, c'est une métaphore, c'est un peu caricatural, mais c'est tellement vrai. Dans le gros du fond, il y a une grande majorité, grosse majorité, plus que ça, qui attend. Genre, c'est un peu comme celui qui est sur le bassin, qui met le pied dans l'eau pour voir si l'eau est pas trop fraîche. Ils attendent en disant, mais est-ce que c'est de l'art du cochon? Est-ce que c'est pas encore, est-ce qu'il n'est pas en train de, notre patron, est-ce qu'il n'est pas en train de nous refaire ce qu'il a fait l'année dernière avec la méthode machin? La méthode machin, il avait fait plein d'esbroufs et kick-off machin, on a eu des consultants pendant 6 mois, puis après, c'est retombé. Puis ils ont vécu, et puis les plus anciens, ils ont vécu ça depuis des années. Oh, t'inquiète pas, laisse tomber. On fait semblant, genre, hein, on se mouille pas trop, on fait semblant, et puis dans 6 mois, t'inquiète pas, ça sera revenu comme avant. Et donc, il faut durer là. C'est pour ça qu'il faut il y a plein de choses à dire, mais il faut une raison d'être du changement tripal, sinon ça ne le fait pas. Mais si tu dures parce que tu as ce prérequis au départ qui est la raison d'être tripal, bien à ce moment-là, au bout de 6 mois, ils sortent. Ben oui, c'est pas comme la dernière fois, ils sortent. Et puis, il en reste au fond. Il en reste au fond des gens qui ne veulent pas. Et ils ont le droit de ne pas vouloir. Ils n'ont pas été recrutés pour ça. Et du coup, là, c'est important. Donc, nous, on donne une chance dans la façon d'accompagner. Ce qu'on propose, c'est que de voir d'adulte à adulte tous les collaborateurs et leur expliquer la chanson, quoi. Voilà. Ton dirigeant, il rêve de ça, mais on ne le fera pas sans toi. Donc, ton identité aujourd'hui, c'est ça. L'identité qu'on viserait, c'est ça. Ça te parle ou ça ne te parle pas? Si ça ne te parle pas, ben ok, tu as le droit de rester comme ça, on va s'organiser comme ça. Parce que tu fais du boulot, du bon boulot, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez une autre approche que celle-là, aïe, 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 ça fait mal. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Voilà, sachez que nous organisons régulièrement des événements en ligne. Vous aurez toutes les informations qui vous seront envoyées dans l'email de Follow Up. Merci beaucoup Bernard-Marie et je te propose de conclure en quelques mots. Bah, c'était vraiment sympa, j'ai adoré. Il y a plein de sujets sur lesquels on pourrait encore aller. C'est une ligne sans fond, mais ouais, je trouve qu'on est allé sur pas mal de sujets profonds. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence et vos questions.